Bonjour à tous, c'est Maxence Rigotier de blogcoursap.com. Aujourd'hui, je suis avec Samir Bala. Si vous ne connaissez pas Samir Bala, il est double champion de France de marathon en 2002 et 2008. Tu as également été sélectionné en équipe de France en 2009. Tu écris également pour le magazine Runner Worlds. Oui, tout à fait. Tu as, un brevet d'état d'éducateur sportif, option sport pour tous. Tu as un diplôme de préparateur physique. Bref, je Exactement. vais te laisser un petit peu te présenter pour que tu nous expliques depuis quand tu as commencé la course à pied et que tu nous évoques ton parcours depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui. Salut Samir. Bonjour Maxence. Donc, écoute, Samir Bala, marathonien, coach sportif de profession, révélé au grand public par mon premier titre de champion de France de marathon obtenu en 2002 au Havre. Depuis 2008, si tu veux, en parallèle, j'ai créé ma boîte de coaching pour venir en aide à ceux qui cherchent à revenir vers le sport, tu vois. Surtout des gens qui souhaitent retrouver la forme, sans les formes, arrêter de fumer, préparer un concours. Et aussi des débutants à la recherche de conseils pour courir le marathon, aussi forcément, puisque c'est ma passion. Donc voilà. C'est venu suite à mon second titre que j'ai obtenu donc en 2008 à Sénart. Et puis j'avais envie d'aller vers le coaching parce que j'avais passé un brevet d'état au Krebs à Strasbourg. Et donc tout naturellement je me suis engagé dans cette voie-là. Ensuite, à côté de ça, comment j'ai commencé la course à pied? Donc j'ai commencé à courir sur le tard en 1998. En fait, j'ai longtemps trouvé que courir ça n'avait pas de sens. D'ailleurs, je m'y suis mis un peu par obligation. Service national oblige. Donc c'est sous les drapeaux en 1996 que je me suis rendu compte que j'avais de réelles capacités d'endurance. Mais en rentrant de l'armée, je me sentais toujours pas prêt. J'ai donc doucement laissé venir la motivation. Mon père m'a un peu poussé. Des fois, il me donnait rendez-vous au stade. Parfois, je venais pas. Bref, ensuite, j'ai pris ma première licence d'athlète en 1998 et j'ai commencé avec les championnats départementaux de cross chez moi en Alsace en janvier 1998. Ensuite, le mercredi 13 mai de la même année, donc toujours en 98, j'ai couru pour la première fois sur une piste d'athlète. Je me souviens que c'était un 1500 et que je l'avais couru en 3 minutes 59 secondes. Je me rappelle aussi que juste avant le départ de la course, mon entraîneur de l'époque, Jean-Michel Déringer, donc qui est aussi l'entraîneur de mon frère Mehdi, n'arrêtait pas de me répéter: Samir, le 1500 c'est 3 tours de piste et encore 300 mètres pour le terminer. D'accord. Donc c'est à 23 ans que tu as commencé Voilà, la course à pied. voilà. Donc j'avais plus de 23 ans. Ensuite, je me suis rapidement orienté vers la route, vu que j'avais déjà 23 ans passés, donc je me suis dit que pour la piste c'était peut-être un peu tard, quoi. Donc la suite, c'est 2 titres de champion de France de marathon, et puis une multitude de titres de champion régional, et même une victoire sur la plus difficile des courses qui existent en Alsace, les mythiques crêtes vosgiennes, donc c'est 33 km sur le GR5, entre le Marstein et le Lac Blanc. Donc voilà. Sinon, au niveau régional, chez moi en Alsace, j'ai remporté un nombre impressionnant d'épreuves, mais je dirais que la plus belle de toutes pour moi, c'était la nocturne du Hohn à Obernai, parce que c'était une course qui se courait la nuit, tu vois, avec un départ à 22 heures. Donc il y avait tout un cortège de lumière, une ambiance Tour de France, il y avait énormément de monde sur le parcours. C'est une épreuve que j'ai eu la chance de gagner 4 fois. Donc tout au long de ma carrière, j'ai fait en sorte d'aller au bout de mes limites, et je me suis dépassé pour obtenir une sélection en équipe de France. Donc le 22 août 2009, j'ai réalisé un rêve d'enfant, celui de partager en famille la joie d'une sélection en bleu. Donc porter le maillot de l'équipe de France fut pour moi un grand moment. Ça s'est produit lors des championnats du monde d'athlétisme à Berlin. Cette sélection, je l'ai décrochée à la bagarre à l'ANIAC. Donc il y avait eu des sélections au marathon de Paris en 2009. Là, j'avais amélioré mon record personnel. J'avais couru en 2h17,06 et j'avais fini 5e français. Et comme le sélectionneur avait dit qu'on enverrait les 5 premiers français du marathon de Paris au championnat du monde, j'ai pu partager cette grande compétition avec mon frangin qui lui a couru sur le 1500. D'ailleurs, pour l'anecdote, je me souviens que j'avais joué les commentateurs pour la chaîne Eurosport quand mon frère était en piste pour la finale. Donc voilà. Depuis, je poursuis mon petit bonhomme de chemin. J'ai créé ma boîte de coaching, comme je te disais tout à l'heure, pour venir en aide aux personnes en manque de motivation, à ceux qui trimballent quelques kilos en trop, et puis à ceux qui souhaitent débuter son marathon. Donc voilà. D'accord. Et comment se déroulait un petit peu ta journée type de coureur de marathon? Est-ce que tu peux nous expliquer une semaine type, comment ça se passait? Pour moi, une journée type pour le marathon, ma journée, elle débute de bonne heure par un footing de 10 à 20 km, généralement vers 8-9 heures. Donc parfois je cours à jeun, d'autres fois non. Tout dépend du programme de l'après-midi. Parce que des fois l'après-midi, tu vois, les jours où je me repose pas l'après-midi, je vais soit sur la piste pour fractionner, soit en salle de gym pour un travail de renforcement. Là-bas, je privilégie les abdos, les fessiers et les lombaires,
car le milieu du corps doit être le plus solide possible pour éviter tous les petits fracas, les blessures. Pour moi, l'endroit le plus important du corps chez le sportif à travailler, c'est vraiment le milieu, parce que c'est là que tous les chocs sont encaissés, tu vois. Donc généralement vers 23 heures ensuite, c'est l'extinction des feux. Même si parfois c'est un peu dur de fermer l'œil quand le cœur a bien bossé, quoi. Parce que je veux dire, toi, quand tu fractionnes vers 5-6 heures, des fois après, pour s'endormir, c'est pas évident. À 18 heures, t'as une grosse séance d'entraînement et t'as encore l'influx nerveux Exactement. qui a lieu Exactement. tard le soir. Oui, oui, tout à fait. Donc, alors tu fais un footing séance de fractionné et tu t'entraînais combien de fois par semaine? Quand je prépare un marathon, je m'entraîne 12 fois par semaine. Mais sinon, à côté de ça, ça peut être 7-8 fois, quoi. Tout dépend de l'objectif que je prépare, en fait. Plus l'objectif est élevé, plus je m'entraîne. Parce que j'essaye de garder mes cartouches pour les moments importants. D'accord, donc quand tu es dans l'entraînement intensif, tu t'entraînes 10 à 12 fois par semaine et en Exactement. revanche, si tu es dans une période creuse de repos, etc., c'est plus 7 fois par semaine, 6-7 Voilà. fois. Je suis plus à 6-7 fois. D'accord. Et il m'arrive de couper aussi 2 fois dans l'année, donc 2 fois 2 semaines. Généralement, pour donner une idée, je coupe la première fois au mois de juin, et des fois la deuxième fois, j'essaie de caser ça après un marathon. Donc ça peut être un marathon, si je fais un marathon au mois d'avril, je fais 10 jours après le marathon, je coupe. Ou si c'est un marathon en septembre-octobre, ben pareil, je prends encore 10 jours derrière. Donc là, j'ai fait les France de marathon, pour te donner un ordre d'idée, c'était le 4 novembre. Et ensuite, dans la foulée, ben, j'ai fait 2 semaines off. Et puis D'accord. j'ai repris tranquillement. Et ensuite, ton corps s'est régénéré et là, tu es en pleine forme pour repartir sur plusieurs semaines d'entraînement intensif. Voilà, exactement. Donc là, ça va être bientôt les crosses. Je pense faire ma rentrée aux régionaux. Donc là, en ce moment, je me prépare en fonction. Donc voilà. D'accord. Je suis vraiment concentré uniquement sur l'entraînement. Donc j'ai laissé tomber toutes les courses parce que, si tu veux, il y a des années où j'ai vraiment beaucoup couru. Donc là, cette année qui arrive, là, 2013, là, j'ai vraiment envie de me concentrer sur les objectifs importants. J'ai pas encore vraiment d'idée du marathon que je vais courir, mais j'ai vraiment envie de me concentrer pour essayer de faire une grosse performance. Donc je sais que c'est pas compatible avec un athlète qui va courir tous les week-ends, ça marche pas trop comme ça, quoi. Je veux dire, le mieux c'est de se concentrer sur vraiment les choses les plus importantes. Ouais, les objectifs qu'on s'est fixés chaque année et mettre tous les éléments pour les Voilà, réussir au mieux. exactement. Donc après tu me demandais comment monter au mieux son marathon. Voilà, pour toutes les personnes qui pratiquent le 10 km, le semi-marathon et qui souhaiteraient se lancer sur un marathon, quels sont les conseils que tu peux donner pour monter au mieux sur marathon? Ben c'est simple, pour moi il y a 3 axes, quoi. Il y a 3 choses qui sont essentielles. Donc premièrement la vitesse. Le marathonien, pour être le plus performant possible, il doit d'abord passer par la piste. Personnellement, comme j'ai commencé sur le tard, je me suis orienté presque de suite vers la route, mais un jeune, il a tout intérêt à d'abord faire ses gammes sur le tartan. Autrement, tu vois, il va vite stagner sur marathon. La marge de progression, elle va se réduire comme peau de chagrin. Donc après, deuxièmement, le mental. Faut être un combattant, faut être fort dans sa tête, parce qu'après le 30e kilomètre de la course, souvent ça devient un affrontement contre toi-même. Peu à peu, quand la fatigue s'installe, tu dois lutter contre des pensées négatives, et pour parvenir à les écarter de ton champ de vision, pour continuer d'avancer, il faut que tu sois fort dans ta tête, quoi. Donc après, troisièmement, le physique. Il faut être solide physiquement pour pouvoir encaisser la préparation déjà. Parce que plus l'objectif est élevé au niveau chronométrique, moins on a le droit à l'erreur, moins on a le droit d'être fragile. Une petite blessure qui arrive dans les 8 dernières semaines du plan et tout s'écroule. Tout le boulot, il est perdu. Donc je pense qu'un bon travail de renforcement, c'est primordial, surtout à haut niveau. Je recommande le circuit training, que je pratique assidûment depuis des années, car cela m'a permis de passer à travers les mailles du filet au niveau des blessures et ça m'a rendu plus costaud sur le plan tendineux et musculaire. Donc voilà. Moi, si tu veux, moi je m'étire très peu, mais j'effectue pas mal de stretching aussi à côté. Et surtout après les grosses séances d'entraînement, j'évite de m'étirer parce que la fibre musculaire, tu vois, elle est déjà un petit peu fatiguée. Donc en tirant dessus, là, on risque vraiment de se faire mal. Donc je fais ça à distance, des grosses séances. Et tu n'as pas trop de courbatures le lendemain, comment tu le ressens sur ton corps? Ben, en règle générale, je suis quelqu'un qui encaisse bien, c'est un de mes points forts, parce que bon, au niveau physique et tout, je sais que c'est un peu mon point fort. Donc si tu veux, j'ai pas vraiment de problème de récupération. Donc je sais que pour moi ça va, mais après on est tous différents. Donc après ce qui peut être intéressant aussi à côté, c'est d'aller voir un kiné, quoi. Ouais, Parce mais que exactement. essayer de se faire masser 2 fois par semaine, quand vraiment t'es dans
dans le plus fort de ta préparation. C'est un plus indéniable, quoi. Donc, je pense que c'est une bonne solution aussi. D'accord. Et également, comment gérer au mieux sa course sur marathon? Le jour J, on a un petit peu l'angoisse, je pense, de s'élancer et de se dire waouh, j'ai un peu plus de 42 kilomètres à effectuer. Comment gérer au mieux sa course, ses angoisses, ses peurs, tout cela le jour de la compétition? D'accord. Donc, de toute façon, sur marathon, il n'y a pas de secret. Faut être le plus régulier possible au niveau du rythme d'entrée de jeu. Faut se caler sur un tempo, il faut plus bouger. À côté de ça, il convient de bien gérer chaque ravitaillement sans en louper aucun. Surtout jamais les premiers qui sont les plus importants. Partir en sur-régime, ça amène bien souvent vers l'échec. Parce que c'est une distance sur laquelle il convient de rester humble. En amont, surtout en amont avant de s'élancer sur le marathon, une bonne préparation est essentielle. Des sorties longues, des séances de rythme sur route et sur piste et du renforcement musculaire doivent faire partie du programme hebdomadaire. Donc à côté de ça, pour gérer ses peurs, je pense que faut pas laisser les pensées négatives rentrer dans le cerveau. Faut prendre le départ en se disant qu'on va y arriver, qu'on s'est bien préparé. Donc quelque part, c'est là que je dis toujours que le marathon il commence en amont, il commence on va dire 8 semaines avant, quand tu commences ta préparation. Parce que c'est là que tu vas emmagasiner de la confiance. Tu vois, en enchaînant les séances, peu à peu, tu vas prendre confiance en toi, tu vas voir que ton niveau de forme il va augmenter à chaque fois. Et après, tout ça, quand tu vas arriver le jour de la course, au départ, tu vas te sentir fort, tu vas te dire, allez, je me suis bien préparé, tu vas repenser à toutes les séances que tu as fait, tu vois, toutes les séances que tu as faites. Et donc voilà, après tout ça, ça va te renforcer. Donc c'est pour ça que je dis toujours, si tu as des petits pépins qui arrivent pendant la préparation, c'est jamais bon signe. Donc l'idéal, c'est donc dans un premier temps se caler au maximum sur les temps de passage qu'on s'est dit avant la course. Exactement. Ne jamais oublier de faire un ravitaillement parce que sinon soit on a des crampes, soit on va avoir une fringale ou soit on va avoir quelque chose. Parce que si tu veux, quand tu vas commencer à boire au 5e kilomètre, donc au premier ravitaillement, l'effet de la boisson, tu vas l'avoir peut-être au 10-15e. Il y a toujours quelque part un petit espace entre le temps où tu absorbes la boisson et le temps où elle va elle va faire de l'effet. C'est très important de jamais louper les premiers ravitaillements. Et c'est aussi la raison pour laquelle le ravitaillement du 35e, il est plus tellement utile. Bon, à la rigueur, celui du 35e, tu peux le prendre, mais des fois, il y a des tables au 40e, et là, c'est plus la peine. Tu vois. D'accord. Et justement, concernant ce mur du 30e, 35e, 40e kilomètre où on est épuisé, on n'en peut plus, comment chasser ces pensées négatives et aller jusqu'au bout et ne surtout pas abandonner, parce que si on abandonne, ça pourrait engendrer au cerveau des mauvais mécanismes pour le futur et un premier abandon va sûrement entraîner des autres dans le futur. Là, je vais être bref, tu vois, je dirais qu'il faut être fort dans sa tête. Donc c'est comme je te disais tout à l'heure, si vraiment tu t'es bien préparé, à partir de là, tu peux pas douter parce que tu as des chiffres dans la tête. C'est-à-dire que si maintenant tu vas enchaîner 3 fois 5000, 10 jours avant ton marathon, tu vois, 10-15 jours avant ton marathon, tu vas faire 3 fois 5000. Si tu t'en tires bien, si tu réussis les chronos que tu t'es dit, quelque part, tu sais que tu vas arriver. Tu sais que tu vas y arriver, ça va te rendre fort. Parce que quand tu enchaînes 3 fois 5000 sur la piste tout seul, ça fait 37 tours et demi, ok? Et là, à partir de là, mon Dieu, crois-moi que dans la tête, déjà, je vais te dire, ça te renforce pas mal. Donc c'est pour ça que je dis la préparation. C'est vraiment le moment où tu emmagasines cette confiance. Après, c'est vrai qu'il faut être fort dans sa tête. Faut pas laisser les pensées négatives arriver. Et puis surtout, faut éviter, moi je dirais, c'est peut-être un peu méchant, mais faut éviter la compagnie des gens qui te disent, qui vont venir vers toi pour te dire, ah, tu vas pas y arriver, tu vois. Parce que des fois, toutes les personnes qui donnent des pensées négatives en plus de ses propres pensées à soi-même. Parce que souvent, quand tu arrives sur un marathon, 1 ou 2 jours avant, tu tombes sur des entraîneurs, tu tombes sur des athlètes et tout ça, et ils vont tous venir vers toi, ils vont te demander, tu vises quoi, tu vois. Et après, quand tu vas leur dire ce que tu vises, si tu leur dis, parce que des fois tu as envie de le garder pour toi, tu vois, il y en a quelque part, ils vont essayer de te descendre, ils vont te dire, ah, tu vas pas y arriver. Et toi, ça va te faire douter dans ta tête. Et ça, c'est pas bon. Donc, faut vraiment rester concentré sur soi. Faut avoir confiance en soi au maximum. D'accord. Et puis après, quelque part, c'est aussi bien des fois quand il y a des gens qui doutent de toi, parce que quand il y a des gens qui doutent de toi, tu as envie de leur montrer. Tu as envie de faire tes preuves. La volonté de se dépasser soi-même et surtout de faire mentir un petit peu les gens. Voilà, et ça, il faut s'en servir. Le jour de la course, il faut s'en servir.
C'est ça le truc, vraiment important. D'accord. Après, tu me demandais quel message je voulais faire passer pour que les athlètes pratiquent un marathon. Ouais, pour toutes les personnes qui n'ont jamais fait de marathon, parce qu'ils se posent trop de questions justement, quel message voudrais-tu faire passer pour qu'ils essayent au moins une fois un marathon dans leur vie? Ben déjà, je leur dirais que le marathon, c'est un mythe, c'est une légende, ça se prend pas à la légère. Donc, tu vois, c'est la seule course avec un côté imprévisible. T'es jamais certain d'arriver au bout. Et quelque part, tu vois, c'est ça qui rend l'épreuve aussi belle. Donc moi, je leur dirais qu'il faut lire des ouvrages consacrés à l'épreuve. Tu vois, faut un peu s'intéresser à l'histoire du marathon parce que c'est une grande aventure. C'est des tout premiers Jeux Olympiques jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des athlètes fabuleux comme Zatopek, tu vois, Bikila, Carlos Lopez et plein d'autres encore. Tu vois, cette course, elle n'a pas d'équivalent. Pour moi, mais je dirais que pour moi, tu vois, on devient marathonien quand on arrive à boucler les 42 km 195 en moins de 4h13. Pourquoi? Parce que ça correspond à 10 km/h. Autrement, tu vois, pour moi, c'est plus tellement de la course à pied, c'est plus de la randonnée. Parce que tu vois, on s'improvise pas marathonien, il faut le mériter. Il faut quand même que quelque part on rencontre le mur au moins une fois pour savoir ce que c'est un marathon. Parce que c'est trop facile de se taper 42 bornes en marchant sans souffrir, au moins un petit peu dans les 5 derniers kilomètres. Pour pouvoir se prétendre marathonien, faut quand même quelque part un petit peu cette souffrance. Tu vois, parce que le marathon, ça se mérite. C'est quelque chose de noble, c'est un défi noble à relever. En fait, le marathon, ça commence à partir du moment où tu entames ta préparation physique. Petit à petit, au fil des jours, des semaines, tu remarques les progrès que tu as accomplis. Et au mesure que tu te rapproches de l'objectif à atteindre, ben, tu sais que tu vas être prêt, tu vas te sentir, tu sais que tu vas partir dans les 42 km que tu vas t'élancer. D'accord. Donc toi, tu mettrais la barre à 4h15 pour vraiment se dire qu'un athlète est en train de courir. Au-delà de Exactement. 4h15, c'est un petit peu trop facile dans le sens que les gens marchent ou Voilà. s'arrêtent, recourent, Donc, s'arrêtent, recourent, etc. voilà. Parce que 42 km, c'est pour ça que j'ai dit quand on boucle 42 km 195. J'ai pas dit quand on boucle un marathon. Parce que pour moi, une personne qui va boucler les 42 km en 5 heures, ben elle aura pas fait un marathon, elle aura fait une randonnée de 42 km. Tu vois? Ouais, d'accord. Parce qu'il y aura peut-être pas de souffrance, il y aura peut-être pas cette souffrance. C'est en prenant des risques qu'on devient marathonien, tu vois. C'est en prenant le risque de flirter avec, tu vois, que c'est au moment où tu flirtes avec tes limites, tu flirtes avec le mur. Tu prends le risque de rentrer dans le mur, mais des fois tu passes vraiment tout juste à travers. C'est ça pour moi, c'est là que tu mérites d'être un marathonien. D'accord. C'est vraiment quand tu vas dans tes limites, quand tu flirtes avec tes limites. D'accord. Et quel conseil donnerais-tu pour réussir au mieux un marathon? Donc, quel conseil donnerais-tu pour réussir au mieux sur un marathon? Ben là-dessus, tu vois, justement, comme je te disais, je vais être un peu bref. Ben, je pense que les 4-5 petits points, c'est premièrement, faut être régulier au cours de sa préparation, donc faut pas louper un jour d'entraînement, faut vraiment être le plus régulier possible. Deuxièmement, faut avoir un gros tempérament, faut être fort dans sa tête. Troisièmement, faut être fort physiquement, faut être prêt à affronter un guide qui se prend au sérieux. Quatrièmement, faut compter sur personne, parce qu'un marathonien, quasiment tout seul, il s'entraîne, quasiment tout le temps, il s'entraîne tout seul, tu vois, 90% du temps. Ensuite, faut être le plus régulier possible durant sa course. Ensuite, faut être réglo avec ses adversaires. Et puis, à la fin, je dirais qu'il faut jamais douter de soi, jamais douter de ses capacités. D'accord, donc ça c'est les 5 conseils à bien retenir pour essayer de réussir au mieux son marathon. Voilà, il y en a même 7, je crois, j'en ai compté 7, il y a 7 petits points. Donc voilà, exactement. Et puis, comme je le dis, surtout, le plus important, faut jamais douter de soi. D'accord, ne pas laisser s'installer des pensées négatives ou se Voilà, faire déstabiliser par son entourage exactement, par rapport à une compétition. exactement. Et tu cours déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Pourquoi tu n'as jamais arrêté de courir et qu'est-ce que tu aimes dans le simple fait de courir? Ben moi, ce que j'aime dans la course à pied, c'est je dirais le mot évasion. Parce que tu vois, quand je cours, je m'évade, je franchis le mur, j'ai l'impression de jouer les passes-murailles. Pour résumer, je vais te lire un petit passage du livre que je suis en train d'écrire, parce que je sais pas si tu en as entendu parler, mais je suis en train d'écrire un livre. Et donc, en exclusivité, là, je vais te lire un petit passage de mon livre. Donc, D'accord, pas de souci. Et puis tu peux comment? nous en parler un petit peu également juste après, brièvement, pour nous D'accord, dévoiler quel est le but de ton ouvrage. d'accord. Donc, je commence la lecture. Oui. Je ne sais pas si les autres coureurs ressentent la même chose que moi. Cette sensation de bonheur et de réconfort après une bonne séance d'entraînement.
Mais moi, cette sensation-là, je ne peux plus m'en passer. D'ailleurs, j'espère pouvoir la ressentir le plus longtemps possible. Mes petits bobos, je ne les soigne pas à coups de morphine. Pour retrouver le sourire, rien ne vaut une bonne montée d'endorphine. Le pire, c'est d'être statique quand la vie vous agresse. Alors pour me défendre, je cours. Certaines fois, comme sur un nuage, je plane. Mes chaussures ont des coussins d'air, je vole. Dans un état second, je n'ai plus les pieds sur terre. Aussi léger qu'une plume, je flotte sur le bitume. J'espère pouvoir courir encore des années durant, même si je sais qu'un jour mon corps me fera comprendre qu'il est grand temps de raccrocher, et qu'à ce moment-là, c'est sûr, ce grand paquet de chair et d'os me fera regretter toutes les souffrances que je lui ai faites endurer, toutes ces années passées à le tordre dans tous les sens. Mais pour le moment, ça va, il ne se plaint pas trop. Alors en attendant le jour où il me reprochera d'avoir été un peu trop gourmand, je continue de le pousser au bout de ses limites, je tire sur la corde, chaque jour un peu plus fort. Voilà, pour le petit passage. D'accord, bah merci pour ce passage et également dis-nous un petit peu quel est le but de ton ouvrage, qu'est-ce que l'on peut retrouver, qu'est-ce que l'on va retrouver dans ton livre. Ben, en fait, ce livre, ça sera un peu mon histoire personnelle, mon parcours, parce que si tu veux, j'ai un parcours quand même assez atypique. Faut savoir qu'avant de faire de la course à pied, j'ai d'abord fait de la musique, j'étais un peu dans le milieu de la musique. Et puis d'ailleurs, j'ai donné des concerts, j'ai fait des premières parties et tout. Et puis donc voilà, je suis passé d'un milieu à un autre. Et puis et puis surtout, j'ai grandi dans une cité. Et puis c'est un peu là où je veux en venir. C'est que le titre de mon bouquin, ça va être des hauts murs de béton au mur du marathon, tu vois. Donc D'accord, je suis passé d'un mur à un autre. belle métaphore. Voilà, exactement, c'est une petite métaphore, quoi. Ok. Donc mon livre, il va tourner autour de cette petite métaphore. D'accord. Et je suis dessus, ben ça fait 2-3 ans que je suis dessus, ça prendra le temps qu'il faut. Comme on dit, si ça sort dans 10 ans, ben ça sort dans 10 ans. Mais je suis dessus. Donc voilà, j'espère que peut-être au courant de cette année là, à la rentrée prochaine, en automne, il sortira. D'accord, bah je t'invite à écrire une page par jour et comme ça, en 6 mois, tu auras un beau bouquin qui permettra Ouais, de retracer toute ton exact. histoire. Exact, t'en fais pas, je dois avoir au moins une quinzaine de chapitres déjà. Donc voilà, après c'est juste une question de peaufiner le tout. Donc voilà, je suis vraiment dessus. Bon, des fois c'est pas toujours évident parce que si tu veux, je suis partagé entre mon entraînement, entre le coaching et puis entre l'écriture de ce livre. Donc j'essaie de jongler avec tout ça, quoi. D'accord, hein, j'imagine que tu as des journées assez occupées et de ce fait, c'est pas évident de mêler un petit peu ta vie personnelle à ta vie professionnelle. Oui, oui, tout à fait. Je fais en sorte de gérer. Ok. Parce que voilà, c'est tout ce que je fais, je trouve que c'est important, donc j'aimerais bien des fois qu'une journée elle dure plus que 24 heures, mais c'est comme ça. Euh, Donc on fait avec. Malheureusement, hein, c'est pas possible. Oui, Alors pour tous les coureurs confirmés qui ont un niveau de moins de 35 minutes au 10 km, de 1h10, 1h15 au semi-marathon, entre 2h30 et 3h sur marathon, comment faire pour atteindre ton niveau? Comment faire pour franchir ce cap et atteindre le haut niveau? ben là-dessus aussi je vais être assez bref. Je vais dire que d'abord, c'est en étant persuadé que c'est possible, en y croyant fort. Ensuite, c'est en s'entraînant d'arrache-pied, en se préparant assidûment, sans arrêt. Quand on s'entraîne pour réussir, on réussit toujours. Parce que, comme on dit, ben, toute peine mérite salaire. Il n'y a pas de secret. Même si à l'heure actuelle, le dopage fausse un peu le jeu, on n'obtient jamais rien sans travail, sans mérite. Après, c'est vrai qu'il y a aussi une part génétique et que de ce côté-là, ben, mon frère et moi, on a peut-être été un peu bien lotis. Mais je leur dirais peut-être de bien choisir leurs parents. Non, je rigole. Voilà. D'accord. Non, je te dis, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est toujours se persuader que c'est possible. Avoir une intime conviction en soi pour Voilà, exactement, aller au succès et à la réussite de tous les objectifs que l'on se exactement. donne sur le plan personnel. Voilà, toujours être persuadé, toujours avoir confiance en soi. D'accord. Et pour finir sur une dernière question, quelle est l'importance pour toi des stages en groupe dans ta progression de la course à pied, hein? Je suppose que tu dois faire certaines fois des stages où tu Oui, cours oui, en groupe. là je vais Euh, t'en parler un peu, tu vois. Explique-nous Je ton vais, expérience et ton vécu.
Ouais, exactement. Bah, tu vois, je vais t'en parler un peu parce que c'est vrai que les stages, pour moi, ça a vraiment été quelque chose d'important. Ça a été un peu le déclic et si tu veux, parce que dans les stages, tu rencontres beaucoup de gens, tu discutes, tu échanges et c'est vrai que quelque part, ça t'apporte beaucoup. Ben, moi, personnellement, si tu veux, c'est au contact de mon frère Mehdi que j'ai découvert le monde de la haute compétition. Donc, en l'accompagnant dans ses stages de préparation à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, dans les Pyrénées-Orientales, tu vois, à Font-Romeu ou en Afrique du Sud. Dans ces stages, je me suis forgé peu à peu à la rudesse de la vie d'athlète. Et ensuite, par la suite, je me suis rendu 2 fois au Kenya. D'abord, j'étais chez Moses Tanui, qui a été champion du monde du 10 000 à Tokyo en 91, et qui est triple vainqueur du marathon de Boston et premier homme sous l'heure au semi-marathon. Donc avec lui, j'ai appris pas mal de choses, aussi concernant le marathon. Et puis surtout, ben, j'ai appris que le gars, il m'a dit qu'il se tapait 300 bornes par semaine à l'époque. Donc voilà, quoi, 300 km par semaine, ce qui exactement, fait un marathon par jour. Ouais, ben, il se tapait vraiment 300 bornes par semaine, ce gars. Et franchement, pour l'avoir rencontré, c'est un sacré personnage, quoi. Il n'y a rien à dire. Et puis, bon, il m'avait fait un plan à un moment, quoi. Et ma plus grosse semaine d'entraînement de ma vie, c'est 240 km. Tu vois? C'est quand j'avais été là-bas à Eldoret. Ensuite, tu veux, le deuxième stage que j'ai fait, cette fois-ci, je me suis préparé dans un camp à la dure. Donc, c'est un camp que, à l'époque, Moses Tanui, il avait monté avec Paul Tergat. Et donc j'ai été dans ce camp et là c'était un camp à la dure, il restait plus que des athlètes si tu veux qui ont pas des super perfs mais qui veulent faire leurs preuves. Donc comme ils veulent faire leurs preuves, les gars ils ont un peu l'œil du tigre et donc ça se rentre dedans tous les jours, tu vois. Et donc c'était un camp, tu vois, il n'y avait pas le gaz, il n'y avait pas l'électricité, il fallait se laver avec l'eau du puits et puis il fallait faire la queue pour manger. T'avais le droit à une assiette de riz midi et soir, c'est tout, tu vois. Donc là, grosse leçon d'humilité, de modestie dans des Voilà, et comme puis celle-ci. exactement, tu vois, on dormait dans des baraques sans confort. Mon matelas, tu vois, il n'était pas plus épais qu'une semelle. Tu vois, t'avais presque l'impression que tu étais dans un camp militaire. Puis, tu vois, les gars, ils cavalaient tous comme des morts de faim. Ils avaient des trous dans les godasses, mais jamais ils se plaignaient, tu vois, ils en voulaient. Et puis, il y avait le cuistot du camp, tu vois, lui aussi, il courait. Donc, en l'échange de l'entraînement, tu vois, il avait eu le droit d'intégrer le camp. Donc, pour l'entraînement, donc à côté de ça, lui, il était chargé de faire la cuisine. Donc, tu vois, quand tu courais avec lui sur la piste, tu le voyais avec la bave aux lèvres, tu vois. Et tu disais, merde, après, c'est lui qui va me faire à manger. Et puis, la cuisine, c'était une cabane, tu vois, fallait allumer un feu pour faire bouillir la marmite. Donc, moi, je dirais que, tu vois, de tous mes stages, c'est sans doute les stages au Kenya qui m'ont le plus marqué. Est-ce que tu es allé, excuse-moi de te couper, est-ce que tu es allé dans la vallée du Rift à Item au Kenya? Ben, moi, j'étais dans la vallée du Rift, mais j'étais pas à Iten. Moi, je suis allé à Kaptagat. Pour tous ceux qui connaissent, ben, il faut connaître, quoi. Kaptagat, c'est vraiment l'endroit le plus difficile. C'est vallonné, vraiment. Combien de mètres d'altitude? C'est à 2500 mètres d'altitude. Si tu veux, Moses Tanui, il avait un fils, et ce fils, il souhaitait aussi plus tard faire de la course à pied. Et il m'a dit, il va faire ça en 3 phases. Premièrement, il va s'entraîner à Eldoret. Deuxièmement, il va s'entraîner à Iten. Et troisièmement, il ira à Kaptagat. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 degrés de difficulté. Donc, le premier degré de difficulté, Eldoret, le deuxième, Iten, le troisième, Kaptagat. Donc, voilà. Moi, je dirais que dans tous les stages au Kenya, c'est les stages au Kenya qui m'ont le plus marqué. Tu vois? Parce que malgré les dures conditions de vie, on rigolait bien, on s'entraînait bien, on avait l'essentiel, on avait un toit, un lit à manger, on avait besoin de rien d'autre. On pouvait se concentrer que sur l'essentiel, en fait, courir. Tu vois? Ouais, et puis, également là-bas, tout le monde court voilà, tout le monde pour court. sortir de la pauvreté, etc. Exact. Et devenir un champion. Voilà, tout le monde, ils rêvent tous de devenir des champions. Donc, quelque part, tu vois, moi, j'étais un peu dans mon élément. Et puis surtout, ce qu'il y a de bien là-bas, tu vois, il y a de la cohésion, il y a un esprit de groupe. Et tout le monde est soudé, quoi. Et puis moi, franchement, là-bas, j'ai retrouvé toutes les valeurs qui étaient inscrites avant sur les pièces de 2 francs, tu vois. Il y avait écrit liberté, égalité, fraternité. Ben tout ça, je l'ai retrouvé là-bas. Et je pense que ces stages m'ont beaucoup apporté sur le plan mental parce que en observant et en m'inspirant des méthodes des meilleurs, ben forcément, ben après, tu deviens bon. Ouais, c'est grâce à ces stages de course à pied avec tous les champions, ça entraîne une émulation à se surpasser soi-même qui t'a permis d'être double champion de France de marathon. Exactement. Ben, tu vois, après, moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'un jour, pour te donner un ordre d'idée, je ne sais pas si tu connais Daniel Komen. Si, je connais de nom. Ouais. Qui est recordman du monde du 3000 mètres, en 7,20. Oui. Ben, imagine-toi qu'un jour, j'étais allé le voir chez lui, dans la maison voisine de celle de Moses Tanui. J'étais allé toquer chez lui et je l'ai vu. Et pour te donner un truc, le gars, il a gagné je sais pas combien de meetings de Golden League et tout. Et tu sais où il était sur le toit, il retapait des tuiles. D'accord. Sur le toit de sa maison.
Et c'était vraiment la simplicité, tu vois, il était en survêt et tout, il était en train de retaper son toit. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, écoute, ça te dirait une fois qu'on fasse un footing ensemble. Et alors il m'a donné rendez-vous le lendemain à 6 heures, tu vois. Et il était là. Il était là le lendemain à 6 heures. Et on a fait un fartlek ensemble. Et ça, pour moi, c'est resté une grande image de tous les stages que j'ai pu faire. Est-ce que tu n'aurais jamais imaginé qu'un champion puisse s'accepter aussi facilement et soit aussi accessible? Et puis tu vois, surtout, je me suis revu dans ma cité quand je tenais les murs et tout à l'époque, tu vois. Je me revoyais là, tiens, j'avais pas de but, j'avais rien, j'avais aucun but dans ma vie. Et là, je me retrouvais à courir avec un champion du monde, recordman du monde et tout. C'était quand même bizarre. Et puis j'étais à, je sais pas combien de bornes de chez moi, tu vois, au Kenya. Franchement, j'ai pensé à ça. C'était des moments inoubliables qui sont gravés dans ta mémoire. Gravés à jamais dans ma mémoire, ouais, c'est sûr, gravés à jamais. D'accord. Ok, bah en tout cas, merci pour cette interview très enrichissante. Après, ça m'a fait plaisir. Des détails croustillants et puis des détails sur des choses que peu de personnes puissent dévoiler, parce qu'il faut l'avoir vécu. Oui, oui. Ben, je t'en prie, moi ça me fait plaisir. J'ai été regarder un peu ton site et le travail que tu fais, vraiment, c'est génial. Continue comme ça. Et puis voilà, parce que l'athlétisme a besoin de personnes comme toi. Ok, bah, merci une nouvelle fois. Et puis je vous invite un petit peu à te retrouver sur ton site coachingbala.com. J'ai mon blog, je te coupe, excuse-moi, mon blog aussi, ouais, Marathonia 67, où je relate un peu mes aventures. D'accord. Donc voilà. Donc merci une nouvelle fois et puis je vous invite un petit peu à aller voir ces deux sites qui sont très bons et ça va vous aider et surtout permettre un petit peu de découvrir la suite de ton aventure. Allez, merci Maxence. Ouais, merci en tout cas. À bientôt. Ciao. Ciao. J'espère que l'interview vous a plu. Si c'est le cas, partagez cette interview sur Facebook, Twitter, Google+. Également, dites-moi dans les commentaires du blog juste en dessous si vous avez déjà effectué un marathon. Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez eu le mur du marathon au 30e, 35e? Est-ce que ça s'est bien passé, etc. Laissez-moi votre vécu sur marathon dans les commentaires du blog juste en dessous. Pour ma part, je vous dis à très vite sur mon blog qui s'appelle blogcourseapied.com. À bientôt!